Le 20 janvier, le navire quitta la baie. En mer calme, M. Banks captura quelques albatros dont la viande s'avéra délicieuse. Malgré la réputation de danger du Cap Horn, l'équipage de l'Endeavour le franchit aisément, par un temps clément et un air doux, et ils aperçurent une île à 3 milles de distance, et que son pourtour était étroit et bas. Ils n'y trouvèrent pas de mouillage, malgré leurs efforts. Ils virent des habitants sur la plage, portant de longues lances, 2 fois plus grandes qu'eux. Au loin, une autre petite île ronde et couverte d'arbres leur apparut. Les officiers la baptisèrent Frum Cap. Le 10 avril, alors qu'ils cherchaient l'île qu'ils visaient, ils aperçurent une terre à l'horizon. Le lendemain matin, l'île leur apparut haute et escarpée. Elle était connue sous le nom de île du roi George III, ainsi nommée par le capitaine Wallis. Mais les autochtones l'appelaient Otaïté. L'absence de vent les empêcha de s'en approcher avant le matin du 12, lorsqu'une légère brise se leva, et de petites embarcations commencèrent à s'approcher du navire. Chaque pirogue portait de jeunes plants de bananiers et des branches d'arbres, symboles de paix et d'amitié. Les hommes les remirent depuis les bords du navire, exprimant par gestes leur souhait que ces présents soient placés bien en vue à bord, ce qui fut fait en les suspendant entre les cordages, suscitant leur joie. Leur cargaison se composait de noix de coco, de bananes, de fruits à pain, de pommes et de figues, des présents très appréciés par l'équipage et vendus facilement. Le matin du 13, le navire Endeavour entra dans le port royal de l'île d'Otaïte et jeta l'ancre à un demi-mille du rivage. De nombreux habitants vinrent en pirogue échanger leurs marchandises contre des perles de verre et de menus objets. Un vieil homme nommé Owa, bien connu de M. Gore et des autres ayant visité l'île avec le capitaine Wallis, monta à bord. Il était considéré comme utile et le capitaine s'efforça de répondre à toutes ses questions. Le capitaine Cook établit des règles strictes pour organiser le commerce avec les habitants et ordonna leur respect. Après avoir sécurisé le navire, le capitaine, M. Banks, le docteur Solander, une escouade armée et leurs vieils indiens débarquèrent. Des centaines d'indigènes les accueillirent à terre. Le premier à s'approcher se traîna à 4 pattes, intimidé. Le capitaine et son équipe offrirent des branches d'arbres en signe de paix, un geste qui fut reçu avec joie et affection. Le vieil Indien et ses compagnons les conduisirent à l'endroit où le navire Dolphin avait autrefois pris de l'eau. Là, après avoir défriché quelques arbres, les anciens indigènes jetèrent leurs branches au sol, suivis par le capitaine et ses compagnons qui en portaient aussi, pendant que les soldats formaient leur rang. Ils déposèrent leurs rameaux au-dessus de ceux posés par les habitants. Ces derniers indiquèrent qu'ils avaient la permission d'utiliser cet endroit, bien qu'il ne leur convînt guère. Peu à peu, leur crainte se dissipa pendant la promenade en forêt, et une familiarité naquit. La marche s'étendait sur environ 4 miles, au milieu de cocotiers et d'arbres atteints. Sous ces arbres, les habitations des insulaires n'étaient que de simples toits sans murs. Le fruit de l'arbre à pain de la taille d'une grosse châtaigne ressemblait quelque peu à un melon cantalou, et sa texture évoquait celle du pain frais. Avant d'être consommé, il était rôti. Au matin suivant, avant de quitter le navire, plusieurs pirogues arrivèrent, transportant des personnes vêtues de manière à refléter leur rang social. 2 d'entre eux montèrent à bord et choisirent parmi les présents des compagnons. L'un désigna M. Banks
et l'autre le capitaine Cook. Leur coutume voulait qu'ils retirent la majeure partie de leurs vêtements pour en vêtir leurs nouveaux amis, lesquels répondaient par de menus présents. Ensuite, ils les invitèrent à visiter leur demeure, invitation que le capitaine accepta volontiers, désireux d'en apprendre davantage sur le pays et ses habitants. Le capitaine, M. Banks et le docteur Solander embarquèrent dans 2 canots avec les insulaires et leurs compagnons. Après environ 3 miles, ils débarquèrent au milieu d'une foule de centaines de personnes qui les conduisirent jusqu'à une grande maison. Un homme d'âge mûr nommé Touta les accueillit et après s'être assis, fit apporter un coq et une poule qu'il offrit à M. Banks et au capitaine, accompagné d'une étoffe parfumée. M. Banks offrit en retour quelques présents. Ils parcoururent ensuite d'autres vastes demeures, chaleureusement invités par les femmes à s'asseoir et à partager leur hospitalité. En chemin le long de la plage, ils rencontrèrent un autre chef nommé Tubura Tomaïda. Avec lui aussi, ils conclurent un traité de paix, semblable au précédent. Le chef promit de leur fournir des vivres, et le soir venu, ils partagèrent ensemble un repas de fruits à pain, de bananes et de poissons. Au cours de cette visite, le docteur Solander s'aperçut qu'il avait égaré sa loupe. Le chef manifesta aussitôt son inquiétude, assurant qu'il tenterait de la retrouver et qu'à défaut, il offrirait une étoffe de valeur équivalente. Mais M. Banks, voulant intimider les insulaires, frappa le sol du canon de son fusil. Saisis de frayeur, ils s'enfuirent en hâte, ne laissant sur place que le chef et quelques notables. Peu après, la loupe fut retrouvée et rendue sans dommage. La petite troupe regagna alors le navire à la tombée du jour. Le samedi 15, le capitaine, accompagné de M. Banks et de quelques hommes, partit reconnaître un emplacement pour ériger un petit fort destiné à leur sécurité pendant leur séjour. Ils choisirent une parcelle sous les regards curieux des insulaires, toujours pacifiques et amicaux. M. Banks, accompagné de quelques insulaires, s'aventura en forêt pour chasser, laissant derrière eux des soldats en faction. Soudain, ces derniers tirèrent 2 coups en l'air, alertant du danger lorsqu'un insulaire tenta de dérober un fusil. Le chef de la garde, sans attendre, fit feu sur les fuyards, blessant plusieurs hommes et en tuant un. Lorsque M. Banks apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et s'efforça d'apaiser la situation. Grâce à l'intervention d'un vieil homme, de nombreux insulaires revinrent en portant des branches de bananier, le signe de paix coutumier, les mains croisées sur la poitrine, criant « Tiao » en signe d'amitié. Le lendemain, seuls quelques insulaires s'aventurèrent sur la plage et personne ne monta à bord du navire. M. Banks et ses compagnons conclurent que la peur n'était pas totalement dissipée, surtout après qu'Owa les eut abandonnés. Le capitaine décida alors de rapprocher le navire du rivage et de l'ancrer face à l'endroit prévu pour le fort. Le soir, il débarqua avec quelques hommes. Les insulaires revinrent petit à petit, reprenant le commerce comme auparavant. Le 18, on débuta la construction du fort. Certains creusaient les fossés, d'autres coupaient branches et bois. Les insulaires participèrent avec enthousiasme, apportant le bois depuis la forêt. Ils fournirent en grande quantité des fruits à pain et des noix de coco, au point que les Anglais durent refuser d'en recevoir davantage, précisant qu'ils n'auraient besoin de rien pour les 2 jours suivants. Le troc se faisait principalement contre des perles de verre. Lors d'une promenade en soirée, le chirurgien M. Monkhouse découvrit le corps de l'homme tué la veille. Le défunt avait été placé dans un abri voisin de son ancienne demeure, reposant sur une estrade de bois
recouverte d'un tapis et d'une pièce d'étoffe blanche. À ses côtés avait été déposée une massue, 2 coquilles de coco, un jeune bananier, une hache de pierre, des feuillages verts et des branches sèches fichées en terre. Les insulaires parurent fort contrariés qu'on s'approche du défunt. Le 22, les insulaires offrirent un divertissement musical. Un joueur soufflait par le nez dans une flûte percée de quelques trous, accompagné d'un percussionniste frappant un tambour, le tout suivant un seul et même air. Le 25, plusieurs couteaux appartenant aux officiers du navire disparurent, y compris celui de M. Banks. Celui-ci accusa un chef local du vol, mais on retrouva l'objet chez son propre domestique. Le chef, innocent, en fut si affecté qu'il montra du geste qu'il se serait tranché la gorge s'il avait été coupable. Cependant, il était notoire que les insulaires étaient coutumiers de menus larcins. Le 26, 6 petits canons furent installés dans le fort. Cette action sema l'effroi chez les insulaires. Quelques pêcheurs quittèrent les environs, persuadés qu'on s'apprêtait à tirer sur eux. Le lendemain, Tubura Tomaida, son ami et 3 femmes vinrent dîner au fort. Mais plus tard, le chef revint furieux, avertissant M. Banks qu'un boucher du bord avait menacé de tuer son épouse si elle refusait de lui céder sa hache en pierre contre un simple clou. L'accusation fut prouvée et le boucher fut publiquement fouetté sous les yeux des insulaires, qui intervinrent en suppliant qu'on le relâche. Leur requête ayant été rejetée, ils pleurèrent à chaudes larmes, manifestant un profond chagrin. Ce matin-là, de petites embarcations arrivaient sans cesse sur la plage, et les tentes du fort étaient envahies d'hommes et de femmes venus des environs. Le capitaine du navire Endeavour, M. Molineux, qui connaissait déjà l'île d'un précédent voyage, fut le premier à reconnaître la reine Oberea. Elle était une figure célèbre, évoquée dans les récits des premiers navigateurs, et sa venue éveilla une grande curiosité parmi les visiteurs. La reine, âgée d'environ 40 ans, était grande et élancée. Sa peau, plus claire que celle de ses sujets, et ses yeux vifs lui donnaient une prestance singulière. On devinait, malgré les années, les traces de la beauté qui avaient autrefois marqué ses traits. Elle monta à bord du navire, accompagnée de quelques-uns de ses gens, et on lui offrit divers présents, mais ce fut une simple poupée de chiffon figurant un enfant qui attira toute son attention. Le capitaine Cook l'accompagna ensuite à terre. Un petit cortège se forma, transportant un cochon et des régimes de bananes, et la marche se fit jusqu'au fort. Là, ils furent accueillis par Tutaha, qui, bien qu'il ne fût pas roi, exerçait alors la plus haute autorité sur l'île. À la vue de la poupée que la reine conservait précieusement, il manifesta un certain agacement, et pour apaiser la tension, on lui en remit une autre semblable. Le lendemain, dimanche 30 du mois, Tomio, un insulaire de confiance, se précipita sous la tente de M. Banks. Comme souvent lorsqu'un incident survenait, c'était vers lui qu'on se tournait. Cette fois, c'était Tubura Tomida, qui, après avoir consommé quelque chose donné par les matelots, se trouvait mal. M. Banks se hâta de lui porter secours et découvrit le malade pris de violents vomissements. Les insulaires désignaient une feuille vomie par le patient comme étant la cause du mal. Mais, après examen, Banks reconnut du simple tabac que l'indigène avait lui-même sollicité. Quelques noix de coco furent ouvertes, leur eau bue, et l'homme recouvra vite ses forces. Au 1er mai, un chef monta à bord du navire en compagnie de plusieurs femmes chargées de ses soins. Lorsqu'on lui présenta à manger,
il ne porta rien à sa bouche et laissa ses femmes le nourrir suivant la coutume. Le lendemain, l'équipage constata la disparition d'un instrument essentiel. Un quart de cercle utilisé pour les observations astronomiques. L'objet était vital pour mesurer le passage céleste qui motivait leur expédition. Malgré la présence d'un garde toute la nuit près du site, l'appareil avait disparu. Les recherches furent nombreuses et vaines jusqu'à ce que M. Banks, accompagné de M. Green et de quelques hommes, partent dans la forêt. Ils rencontrèrent Tubura Tomida et lui expliquèrent la situation par geste. Grâce à son intervention, l'instrument fut retrouvé, démonté, mais complet. Le vendredi 5 du mois, Cook, Banks et Solander embarquèrent pour rendre visite à Tutaha, qui vivait à l'ouest du camp. À leur arrivée, les insulaires les saluèrent de joyeux cris. « Tayo Tutaha! Tutaha ami !» Le chef, installé sous un arbre, les reçut avec affabilité. Cook lui remit une chemise et une étoffe qu'il enfila aussitôt avec satisfaction. Après un léger repas partagé sur la plage, Tutaha les mena à une vaste esplanade, où ils assistèrent à un combat de lutte traditionnel. Les hommes s'affrontaient à main nue, cherchant à se renverser dans une ambiance bon enfant, sans animosité. Les rires accompagnaient les chutes et l'on félicitait les vainqueurs comme les vaincus. On leur annonça ensuite qu'un repas de cochon et de fruits de l'arbre à pain était en préparation. Mais à leur surprise, Tutaha leur demanda de retourner à bord pour dîner. Le mardi 9, la reine Oberea et son favori Opade vinrent leur rendre visite, apportant un cochon et des fruits. Ces jours-là, la forge installée dans le fort fascinait les insulaires. Le capitaine avait autorisé les forgerons à transformer de vieux morceaux de fer en outils utiles, ce qui éveillait une grande admiration. Les noms anglais étant difficiles à prononcer pour les habitants de l'île, ils en avaient inventé d'autres. Le capitaine Cook devint Tuti, X fut Eti, Banks Obanu, et ainsi de suite. Ce soir-là, Monsieur Banks dut réprimander Tubura Tomida pour avoir déchargé un fusil qu'il tenait en main, ignorant la dangerosité de l'arme. L'incident l'éloigna un temps du campement, mais Banks, par sa sagesse, parvint à l'apaiser et à le faire revenir partager le repas. Un peu plus tard, M. Banks soupçonna ce même Tubura d'avoir dérobé des clous. Pour en avoir le cœur net, il le mit à l'épreuve et lui proposa quelques clous, espérant voir sa réaction. Tubura avoua finalement qu'il les avait volés et cachés à Ipari. Incapable de les restituer, il s'enfuit avec les siens avant la nuit. Le 27 mai, ils visitèrent Tutaha à Atauru, lui offrirent des présents et l'invitèrent à passer la nuit auprès d'eux. Mais à leur retour, Banks constata la disparition de leurs vêtements et armes. Les recherches restèrent infructueuses. On se prépara alors à observer le passage de Vénus devant le Soleil, le motif premier de cette expédition. Le capitaine Cook envoya 2 groupes distincts dans des lieux éloignés pour multiplier les chances de réussite. Le 1er juin, une chaloupe quitta le navire pour Imeo avec des savants et des matelots, tandis que d'autres exploraient l'île à la recherche de l'emplacement idéal. Le 3 juin, alors que M. Banks commerçait avec les insulaires, le roi et sa sœur vinrent le saluer. On leur remit des cadeaux et Banks leur expliqua la nature du phénomène céleste. Les observations furent prises avec le plus grand soin.
Dans les jours qui suivirent, le capitaine et ses hommes constatèrent une pénurie de fruits de l'arbre à pain. Ils découvrirent alors que les habitants en fabriquaient une pâte fermentée appelée maï, qu'ils conservaient pour les périodes de disette. Le 12 juin, le capitaine se plaignit de la disparition de plusieurs arcs, flèches et cordelettes de cheveux tressés. L'enquête révéla que certains marins étaient eux-mêmes responsables des vols. Ils furent fouettés en public pour l'exemple. Le vendredi 30 du mois, ils atteignirent le village d'Utaoro où résidait leur vieil ami Tutaa. Celui-ci les accueillit avec chaleur, leur offrant un dîner généreux et un abri confortable. Bien qu'ils aient été victimes de quelques larcins lors d'une précédente visite, cette nuit-là se passa dans un calme parfait, sans qu'aucun objet ne disparaisse. Le samedi 1er juillet, l'équipage regagna le fort de Port-Royal après avoir estimé que l'île, incluant ses presqu'îles, mesurait environ 100 milles de circonférence. Le lundi 3 juillet, M. Banks partit en excursion accompagné de quelques guides du pays. Ils remontèrent un cours d'eau qui serpentait à travers une vallée jusqu'à sa source. Là, il découvrit des habitations dispersées jusqu'à près de 6000 à l'intérieur des terres et fut accueilli dans la dernière maison visible, où son hôte lui offrit des noix de coco et des fruits savoureux. Au fil de leur marche, ils traversèrent de curieux passages naturels formés de roches voûtées, que les habitants utilisaient pour se mettre à l'abri lorsqu'ils s'égaraient ou se retrouvaient pris par la nuit. Monsieur Banks chercha des traces de minerais, mais ne trouva rien. Nombre des pierres paraissaient avoir été brûlées, et l'on voyait encore dans l'argile des collines et des îlots voisins les marques laissées par des feux anciens. Le 4 juillet, post-Butzbah, il entreprit de semer des graines qu'il avait rapportées de Rio de Janeiro. Melons, oranges, citrons et d'autres essences. Il en distribua généreusement aux habitants et en planta dans les forêts environnantes. Les graines de melon mises en terre à son arrivée montraient déjà de beaux signes de croissance. À mesure que le départ approchait, le capitaine Cook espérait quitter l'île dans la paix et la bonne entente. Hélas, un incident survint. Un marin anglais fut victime d'un vol et en tentant de récupérer son couteau, fut agressé et blessé par des habitants à l'aide d'un projectile. Un de ses compagnons reçut une légère blessure. Le capitaine, soucieux de préserver l'harmonie, préféra éviter toute escalade et se consola que l'incident se soit vite dissipé. Il commença néanmoins à s'inquiéter de l'absence de certains marins restés à terre. Redoutant qu'une intervention brusque n'altère les relations amicales patiemment tissées, il choisit d'attendre encore un jour, espérant qu'ils regagneraient la chaloupe de leur plein gré. Au matin du 10 juillet, sans nouvelles des absents, le capitaine fit demander des informations. Les insulaires lui apprirent que les hommes s'étaient enfoncés dans les montagnes et s'étaient liés à des femmes du pays. Il fut alors décidé que plusieurs chefs présents dans le fort avec leurs familles resteraient à bord en tant qu'invités, jusqu'au retour des marins égarés. Les chefs recevirent la nouvelle avec calme et promirent leur assistance. À la nuit tombée, jugeant inopportun de garder les invités retenus au fort, le capitaine ordonna qu'on les conduise à bord. Cette décision causa une vive émotion parmi les proches et surtout chez les femmes, qui manifestèrent leur inquiétude par des larmes et des supplications. En soirée, un des marins disparus reparut avec des insulaires qui firent savoir que les autres hommes seraient retenus jusqu'à ce que l'un des chefs, nommé Teota, soit libéré.
Sans perdre de temps, Monsieur Hicks partit avec une équipe dans la grande chaloupe pour récupérer les marins. De son côté, le capitaine demanda à Teotaha de donner des instructions à ses hommes pour permettre le retour sans heurts des Anglais. Teotaha accepta et les hommes furent ramenés sans opposition. Après cet échange, les chefs furent libérés et regagnèrent le fort. Ils y passèrent quelque temps en compagnie de M. Banks avant de rejoindre leur demeure. L'enquête confirma que les récits des insulaires étaient exacts. Les marins s'étaient laissés séduire par la douceur de vivre et avaient espéré rester sur l'île une fois le navire reparti. Le mercredi 12 juillet, un personnage éminent nommé Toubia, à la fois conseiller de la reine Obera et prêtre respecté, se présenta à bord. Accompagné de son jeune serviteur Tayota, âgé de 12 ans, il demanda la permission de quitter l'île avec eux. Le capitaine et ses officiers accueillirent cette demande avec bienveillance. Toubia retourna alors une dernière fois à terre pour dire adieu à ses proches et leur laisser des présents. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire avec nous. Si vous avez apprécié ce voyage, pensez à vous abonner et à cliquer sur « J'aime ». Cela nous aide énormément à continuer. Partagez aussi vos impressions dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire. Et surtout, ne manquez pas la suite, le 3e chapitre du premier voyage de James Cook. À très bientôt pour une nouvelle étape de l'aventure.